Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Céline Cossard. Bonjour chers auditorices, bienvenue à Contez-nous, l'émission qui compte énormément. Couvrez-vous bien, enfilez bonnet, moufle et cache-colle, car aujourd'hui nous allons vers le nord, le grand nord. Non pas le nord de la France, pas le nord de l'Europe, non, le Groenland. Nous allons au pays des Inuits. Et oui, le conte nous fait voyager. Partout sur notre planète, des histoires ont émergé et se sont propagées. Parfois elles se ressemblent, parfois elles racontent aussi les usages et coutumes d'un peuple. D'ailleurs, les histoires qui voyagent d'une contrée à l'autre se distinguent par des petites choses très importantes. Le repas, les vêtements, la végétation et la façon de se réunir, de célébrer, d'honorer, de pleurer. Les histoires sont la marque d'une civilisation. Alors, pour un conteur ou une conteuse, raconter des histoires qui viennent d'ailleurs est délicat. Car le conte vient avec sa culture. Elle lui donne sa teinte, son parfum, son originalité. L'artiste doit donc connaître ses cultures et par tous les moyens possibles l'embrasser. Notre conteuse du jour a embrassé la culture inuite, par tous les moyens possibles. Langue, paysage, usage, coutumes. Je vous entends, chers auditoristes, ce n'est pas commun. Qu'est-ce qui a bien pu la mener là-bas ? Sachez que entre la conteuse et le Grand Nord, c'est déjà une histoire. Une rencontre fortuite, un voyage vers ses racines, un attachement qui grandit, une intimité aussi, et puis l'envie de partage. Et c'est cette envie de partage qui l'a conduite au conte. C'est donc une conteuse et une connaisseuse du Grand Nord et des Inuits que je reçois aujourd'hui. Céline Espardelier de la compagnie Par-dessus les toits. Bonjour Céline. Bonjour Céline. Alors, tout d'abord, la question qui nous brûle les lèvres, mais pourquoi es-tu allée embrasser cette culture des Inuits ? Ah, c'est une histoire familiale. En fait, c'est mon grand-père maternel qui faisait partie des expéditions de Paul-Émile Victor. Il était scientifique et il est parti là-bas en 1949, en 1950 et en 1951. Mmh. Il était chargé auprès des expéditions polaires françaises de calculer la profondeur de la calotte glaciaire du Groenland. Mmh. Et en fait, il partait dans les campagnes d'été, c'est-à-dire à peu près pour au moins 3-4 mois. Le voyage se faisait en bateau à l'époque. Et du coup, il partait. Et malheureusement, en 1951, le 4 août exactement, il était dans un véhicule à chenilles avec un collègue danois qui s'appelait Jens Jarl. Et mon grand-père, lui, s'appelait Alain José. Et ils sont tombés dans une crevasse, tous les deux, avec leur véhicule. Malheureusement, ils sont morts sur le coup et c'était trop compliqué de ramener les corps en France. Il y avait des témoins de l'accident, donc on sait précisément où ça s'est passé. Et en fait, du coup, mon grand-père est toujours dans sa crevasse au Groenland, vers la côte est du Groenland. Dans la glace. Dans la glace, bien conservée. Mmh. Voilà, après moi, personnellement, par aussi mon histoire familiale, j'ai ressenti le besoin de rechercher mes racines personnelles. Mmh. Cette histoire de mon grand-père n'était pas transmise oralement. Ouais. On est encore dans la transmission et dans les contes. Bien sûr. Alors, il y avait un fascicule relatant l'accident officiel écrit par les expéditions polaires françaises. Il y avait quelques photos, mais moi, il m'a vraiment manqué une parole orale. Oui, on n'en parlait pas. On n'en parlait pas. Alors, c'est vrai que mes grands-parents s'étaient séparés juste après-guerre, donc je pense qu'il y a ça qui a joué, évidemment. Et puis il y a une tradition familiale plutôt de silence, tout simplement. Et ce qui n'était pas ce qui était juste un silence, moi je l'ai vécu comme un interdit, donc je n'osais pas non plus poser de questions. Et puis, avec une recherche personnelle, un travail personnel, j'ai vraiment senti à un moment donné que c'était nécessaire pour moi d'aller chercher au-delà de la génération de mes parents pour rechercher un fil, on va dire, de transmission. Et qu'il fallait que j'aille, comme souvent ça se passe un peu dans les secrets de famille, chercher la génération au-dessus.
donc celle de mes grands-parents. Et du coup, j'ai décidé d'aller sur les traces de mon grand-père au Groenland. Ça a été 1 an et demi de travail intense, à la fois de préparation de l'expédition, parce que je voulais partir du point de départ des expéditions polaires qui était sur la côte ouest du Groenland, et rejoindre le point de l'accident qui était beaucoup plus sur la côte est, c'est-à-dire à peu près à 650 km de là. D'accord, donc déjà un gros challenge. Après, j'ai toujours été sportive, j'ai toujours beaucoup aimé la montagne, la marche, etc. Et je voulais que ça passe par le corps, le sentir dans mes muscles, dans mon corps, dans mes veines, dans ma tête. Donc l'idée, c'était de partir en autonomie, à pied, pour traverser la calotte glaciaire du Groenland. Donc je me suis fait accompagner par un guide, Nicolas Dubreuil, et il y avait aussi un médecin, Jean-Marie Ducrot. Et voilà, on devait donc faire 700 km à peu près en autonomie. Et dans toute cette recherche aussi, cette préparation de l'expédition, j'ai réussi à retrouver la famille du Danois qui était décédé avec mon grand-père. Et en fait, sa fille cadette avait un peu le même rêve que moi, c'est d'aller sur le point de l'accident de son père à elle. Donc il y avait une génération de différence. Sauf qu'elle avait 75 ans, donc elle, de faire la traversée du Groenland, c'était pas envisageable. Donc on s'était dit, on va se retrouver sur le point de l'accident, elle venant en hélicoptère et nous traversant le Groenland. Enfin bref, je raccourcis un petit peu. On a mis tout ça sur pied, ça a été beaucoup de travail, beaucoup de passion, et malheureusement, nous, notre expédition terrestre, on a dû faire demi-tour pour des raisons climatiques, en fait. Il y a eu des tempêtes de vent, il faisait trop chaud, donc la qualité de la neige était pas bonne, le réchauffement climatique. Mais finalement, on a pu rejoindre la Danoise, qui s'appelle Jytte Jarl, et on a été en fait avec elle sur le point de l'accident en hélicoptère. D'accord. Donc on est quand même resté en tout à peu près 2 mois au Groenland, donc j'ai vraiment pu me confronter à cette terre, et en particulier à la calotte glaciaire, qui est un désert de glace qui fait 750 km de large, 2500 km de long. Enfin, c'est un territoire très particulier. Oui, certainement. Donc voilà, et au retour de cette expédition, ça a été tellement fort pour moi de me sentir à nouveau reliée au niveau générationnel, au niveau familial. Je me suis retrouvée en France, j'habitais Paris à l'époque, j'étais déjà comédienne, ça a toujours été mon métier, et j'ai vraiment ressenti le besoin de continuer ce lien, cette aventure avec cette terre, ce Groenland. J'avais l'impression que mon grand-père m'avait un peu donné des racines groenlandaises quelque part, en étant toujours là-bas avec ce voyage. Et je ne savais pas trop quoi en faire en rentrant en France. Et là, j'ai décidé de m'inscrire à l'INALCO, l'Institut national des langues et civilisations orientales, pour étudier la langue et la culture inuit. D'accord. Donc c'est vraiment cette expédition qui t'a amené après à l'étude de la culture en elle-même. Totalement. Ouais. Et à chaque... c'était un peu des cours du soir, hein, c'était pas à temps plein, puis je continuais mon métier par ailleurs en parallèle. Et naturellement, en tant que comédienne, je me suis intéressée aux contes inuits. Et c'est vraiment par la culture inuite que je suis venue aux contes, en fait. D'accord. Dans mon métier professionnel, c'était pas une chose que j'avais abordée jusqu'à là. Et c'est comme ça que je suis devenue conteuse. En fait, je n'ai pas appris à être conteuse, j'ai vraiment utilisé mes outils de comédienne. Et puis toute la culture des contes autour des contes inuits. Tout à fait. Ouais. Et du coup, je suis une conteuse un peu particulière parce que je suis très, très principalement, uniquement conteuse de contes inuits. Alors, je fais un petit peu des fois des choses un peu différentes. Des choses un peu différentes, ou quand il y a une commande particulière, mais en général... au final, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de transmettre en fait cette culture à travers les contes. Et d'accord. Voilà. J'ai refait un autre voyage là-bas en 2010. Donc le voyage sur les traces de mon grand-père, c'était en 2004. En 2010, j'étais au Canada, parce que les Inuits habitent depuis l'extrême point de Sibérie jusqu'au Nord-Alaska, Nord-Canada, Nord-Québec et Groenland. Donc ce sont des territoires immenses. Il y a vraiment quand même une grande unité culturelle, avec plein après de disparités, de variations, de variantes, en particulier des contes par exemple. Il y a des contes fondateurs qui se retrouvent un peu partout, mais avec plein de variantes, oui. En fait.
D'accord. Et donc, tu as parcouru ces territoires, tu as rencontré des personnes, j'imagine. Est-ce qu'il y a des contes que tu racontes qui t'ont été contés là-bas ? Alors, pas du tout. D'accord. Déjà parce que quand le premier voyage, je parlais absolument pas la langue. Puis je connaissais très peu la culture. Évidemment, je m'étais informée, mais après, moi, c'était surtout une expédition, on va dire, oui, c'était autre chose, physique et personnelle. Sur la calotte glaciaire, les Groenlandais n'y habitent pas. Ils sont sur les côtes. Ensuite, le deuxième voyage, c'était à nouveau une traversée aussi pédestre de 800 km à pied. On est parti des territoires amérindiens pour rejoindre les territoires inuits. Donc on est parti d'un paysage de taïga avec encore des arbres, etc., pour aller vers la toundra, qui est vraiment le territoire inuit par excellence, là où il n'y a plus d'arbres. C'est comme ça qu'ils disent dans leur langue, ils disent Napar Tuhang et Turk, là où il n'y a pas d'arbres. D'accord. Et c'est vraiment ce qui fait spécifiquement leur territoire. Et là, en fait, au final, on n'est resté qu'une quinzaine de jours sur place, chez les Inuits, du coup, avec un dialecte qui n'avait rien à voir avec le dialecte que j'avais étudié. D'accord. Mais je peux vraiment pas dire que je l'ai jamais parlé, parce que c'est une langue très complexe, très différente. Et il faudrait vraiment être sur le terrain beaucoup plus longtemps, je pense, oui, bien sûr. Voilà, pour le maîtriser. D'accord. Donc, du coup, c'est vraiment à travers l'étude. Mes enseignants déjà à l'INALCO qui nous transmettaient aussi la culture à travers des contes, les ouvrages qu'ils ont pu écrire eux-mêmes, et puis du coup c'est plus des livres. Je me suis beaucoup inspirée d'ethnologues qui ont fait ce travail de récolte à une époque précédant l'influence occidentale aussi, qui a pas mal influencé et modifié les contes. Les contes. Il faut dire qu'à partir des années 50 après-guerre, en fait, il y a eu aussi de la part des Occidentaux qui ont colonisé tous les terrains inuits, une interdiction de leur propre culture inuite, de la langue, du chamanisme, du tambour, de toutes leurs croyances. Et les contes vu que c'était une culture orale, c'est vraiment la culture se transmettait. À travers, Et puis à travers les contes, d'où l'intérêt de continuer à raconter ces histoires maintenant. Oui, tout à fait. Et est-ce que, alors, tu comptes principalement des contes inuits, mais tu connais évidemment les autres contes d'autres cultures. Qu'est-ce que tu dirais, qu'est-ce qui donne la spécificité de ces contes inuits ? Qu'est-ce qu'il y a dans ces contes-là qu'on ne trouve pas ailleurs ? Je dirais principalement le rapport à l'environnement, qui est quand même très spécifique. Voilà, le froid, le fait que, justement de ces paysages sans arbres, le vent. Il y a aussi le rapport aux animaux, alors qu'on trouve dans pas mal de cultures animistes. On retrouve vraiment ça, le rapport à l'animal, le fait que d'après les contes inuits, il n'y a pas au départ, à l'origine, il n'y avait pas de différence entre un homme et un animal, il n'y avait pas de notion de supériorité. Il est même dit que dans les temps anciens, chez les Inuits, les hommes et les animaux vivaient ensemble, ils parlaient la même langue, ils pouvaient prendre l'apparence les uns des autres. Donc il y a eu vraiment un temps primordial d'indifférenciation. Et puis, donc, ça, je pense qu'on peut le retrouver dans d'autres cultures. Mais vraiment, je dirais, le rapport à l'environnement, au froid. C'est aussi une culture qui est très, très marquée par la proximité de l'océan. C'est une culture principalement axée sur beaucoup axée sur la chasse aux mammifères marins. Pas uniquement, mais ça aussi on le retrouve beaucoup dans les contes. Et puis il y a tout le côté chamanique, mais qu'on retrouve aussi dans d'autres cultures, encore une fois autochtones, animistes. Avec le rapport aux esprits, la proximité encore avec les animaux, même au niveau des esprits d'un chaman qui va s'aider d'un esprit auxiliaire qui est souvent représenté par des animaux aussi. Et tout ce qui est cosmogonie aussi, j'imagine, création du monde, c'est des visions qui sont totalement différentes, j'imagine, de notre vision occidentale. Totalement. Mais encore une fois, je pense qu'on le retrouve dans pas mal de traditions animistes.
Oui, avec je vous dis, tous ces esprits, le rapport aux animaux, qui est vraiment très, très présent tout le temps, très omniprésent. D'accord. C'est très, très intéressant tout ce que tu nous racontes. Alors, on n'a pas énormément de temps, mais j'aimerais poser une dernière question. Est-ce que tu comptes retourner bientôt par là-bas ? Alors, j'ai très très envie de retourner là-bas et en même temps, j'ai aucune envie d'y aller juste en mode touristique. Donc, mais là, dernièrement, je sens que ça me taraude un petit peu à nouveau. Peut-être aussi que je continue à avoir la même passion de raconter ces contes, un peu le besoin de transmettre cette culture. Mais j'ai l'impression je commence un petit peu peut-être à manquer un peu de sources, de ressources originales, on va dire. Ouais. Et là, ça me taraude un peu ces derniers temps. Mais il faudrait que je trouve une manière d'y aller. Voilà. Qui soit pas touristique en tout cas, avec un but particulier. Voilà. Bon, et ça viendra sûrement. Voilà, ça me travaille en ce moment. D'accord. Et en attendant, donc, tu disais tout à l'heure que tu es comédienne aussi, et donc je vous dis, chers auditoristes, de ne pas hésiter à aller voir sur le site de ta compagnie, Par-dessus les toits, où on retrouve aussi d'autres spectacles que tu proposes et qui n'ont rien à voir avec le monde des Inuits. Mais voilà, si tu veux juste dire un mot sur les autres spectacles. Oui, en fait, je pense qu'il recoupe un petit peu l'ensemble de ce que j'ai pu faire dans ma compagnie. Donc, je mets en scène aussi mes propres spectacles, où je les crée. Que ce soit toute la partie inuit qui est plutôt majoritaire, et puis l'autre partie qui a toujours été beaucoup plus autour de la poésie, de la musicalité. En fait, le point commun, globalement, dans mon métier de comédienne comme de conteuse, c'est vraiment la musicalité des mots, des rythmes, des sons. Donc effectivement, on parle de contes de l'ailleurs. Je pense qu'il faut effectivement s'informer, essayer de rentrer un peu dans une culture avant de l'aborder, d'autant plus si elle est vraiment très étrangère à la nôtre. Mais après, on peut aussi se placer d'un point de vue strictement artistique, en cherchant dans tous les contes du monde ou dans tous les textes du monde une approche peut-être simplement artistique ou musicale ou rythmique. Voilà. Et du coup, dernièrement, là, j'ai créé un spectacle qui s'appelle « Et pourquoi pas ?», qui est un spectacle de poésie pour enfants, avec une pianiste, donc toujours avec le côté musical aussi, et puis la poésie, donc la musique des mots qu'on retrouve. Voilà. Bon. Eh bien, merci. Et d'ailleurs, à propos de musique, je crois que tu es venu avec une musique à nous faire écouter. Alors, je vais te laisser nous la dire, mais je précise que juste après, nous allons te retrouver dans ta pause contée. Donc, un conte, évidemment, qui vient de très très loin. Alors, la musique que je voulais vous faire découvrir, c'est une chanteuse inuit qui s'appelle Elisapi Isaac, qui avait monté un groupe qui, hélas, n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle Taima, mais elle continue toujours à chanter. C'est une personne très influente chez les Inuits. Elle vient du Nunavik, du Nord-Québec. Et c'est une chanson qui est en inuktitut, la langue inuit. Le titre est en anglais, Remaining for You. Ani gordo
Le vent soufflait si fort ce jour-là sur le Grand Nord. Mais c'était justement ce jour-là que cette femme était partie de chez elle. Elle en avait assez des disputes avec son mari. Alors, elle avait quitté la maison et elle marchait. Elle marchait le plus loin possible. Elle marchait. Oui, mais elle marchait dans le vent, dans le froid, dans la glace, dans la neige. Et à force de marcher, elle a fini par être complètement perdue. Et surtout complètement frigorifiée, gelée. Et là, elle aperçoit un igloo, une maison de neige qu'elle ne connaît pas, qui est habitée par une mère avec ses 2 grands fils adolescents. La famille, quand elle aperçoit cette femme toute seule dans la tempête, mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous ne pouvez pas rester là. Mais venez vous abriter, rentrez à la maison, vous allez vous réchauffer. Venez, venez. En plus, on vient de chasser un phoque. Vous allez le partager avec nous. Rentrez, installez-vous. Faites comme chez vous, rentrez. La femme s'installe, mais elle n'est pas tout à fait rassurée. Elle est tiraillée entre le plaisir d'être si bien reçue et l'inquiétude devant cette étrange famille. Oui, parce qu'à l'extérieur de l'igloo, elle n'a vu aucune trace ni de chien, ni de traîneau à chien. Et dans la maison, il n'y a aucune affaire d'homme. Chez les Inuits, ce sont les hommes qui chassent, pas les femmes. Et puis, il faut bien un traîneau tiré par des chiens pour rapporter le gibier. La femme commence à manger de ce phoque fraîchement chassé. Il est délicieux. Ça lui fait du bien, ça la réchauffe. Elle se sent mieux, elle se rassure, elle s'apaise. Et là, il y a un des enfants adolescents qui dit « maman, quel étrange invité nous avons. Tu as vu, cette femme, elle ne mange que la viande du phoque et pas la graisse. » Alors la femme comprend. Elle est dans une famille d'ours qui a pris l'apparence humaine, parce que c'est à ça qu'on les reconnaît, les ours. Eux mangent surtout la graisse des phoques, des mammifères marins, pas la viande. Alors, je vous remercie, j'ai vraiment très bien mangé, mais là, il faut que je rentre chez moi. Mon mari m'attend, et je vous remercie. Non, je ne te laisserai pas partir. Maintenant que tu as deviné qui nous sommes, cela nous mettrait en danger, mes petits et moi. Je vous en prie, ne me faites pas de mal, je vous en prie. Non, laissez-moi en vie. Mes enfants m'attendent, s'il vous plaît. Pitié. D'accord. Je te laisse partir, mais à une condition. C'est que jamais, de toute ta vie, tu ne racontes à personne qui nous sommes, ni où nous habitons. Jure-le, je le jure. Je vous en prie, je ne dirai rien. Je vous en prie, laissez-moi partir. Et la femme, complètement affolée, complètement paniquée, elle sort de l'igloo des ours, elle court. Tant bien que mal, elle retrouve ses traces dans la neige. Elle finit par arriver jusque chez elle. Et là, la première chose qu'elle fait, elle raconte tout à son mari. L'homme, lui, c'est un excellent chasseur. Oh, il est tellement heureux à l'idée de pouvoir chasser d'un seul coup une mère ours et ses 2 grands fils adolescents.
Alors il prépare ses armes. Il attelle ses chiens au traîneau. Il demande à ses 2 fils adultes, déjà excellents chasseurs, de l'accompagner et malgré les protestations de sa femme, il part en direction de l'igloo de l'ours. C'est tellement simple, il n'a qu'à suivre les traces. Mais l'ours, elle sent l'odeur des chiens, elle entend leurs aboiements, elle comprend la trahison de la femme. Alors, elle cache soigneusement ses 2 enfants, elle sort de l'igloo, elle fait en sorte que ce soit elle que les chasseurs poursuivent. Et elle commence à courir, sur la banquise, sur la mer glacée. Mais derrière elle aussi, les chiens l'ont senti à l'odeur. Alors la poursuite commence. Et peu à peu, les chiens, le traîneau, les chasseurs se rapprochent. Et là, mais on ne sait vraiment pas pourquoi, tout à coup, l'ours décolle du sol glacé et s'élève dans le ciel, dans les airs. Mais derrière elle aussi, les chiens, le traîneau, les chasseurs, eux aussi décollent du sol glacé. Eux aussi s'élèvent dans le ciel, dans les airs. Et la poursuite continue. Et tous, ils montent. Ils montent. Ils montent tout là-haut dans le ciel. Mais quand ils arrivent tout en haut, ils se transforment en étoiles. Et encore aujourd'hui, on peut les voir. Ils forment ce qu'on appelle la constellation d'Orion. On peut voir l'ours avec les chiens qui commencent à l'entourer. Ce sont les Pléiades. Il y a un chien qui était resté un peu en arrière. C'est Bételgeuse. Et les 3 chasseurs, c'est la ceinture d'Orion. Et la chasse dure toujours aujourd'hui, mais jamais les chasseurs n'arriveront à rejoindre l'ours qui continue à courir et à tourner tout autour de la terre. Et les Inuits, ils ont composé un chant pour cet ours. Ça fait comme ça. Nanormek, nanok sietiteketork. Nanork, 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 nanormek, nanork siotiteketork, reminginot malik taupotit. Nanork, 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 nanork. Aujourd'hui, je reviens sur un moment de rêverie proposé en octobre. Il a engendré des histoires et je vais vous en dire 2. Voici tout d'abord un petit rappel de cette rêverie. Imaginez une bague dans une boîte sur un mobilier. Le mobilier sur lequel est posée la boîte qui contient la bague se trouve dans une pièce. Cette pièce se trouve dans un bâtiment. Et devant la porte, quelqu'un attend de rentrer. Qui est-ce ? Et surtout, à qui appartient la bague ? Une femme s'approche d'une maison en pierre qui semble être inhabitée. Elle a les clés de cette maison. Elle ouvre la porte, elle rentre. La maison a une odeur de renfermé. Elle monte l'escalier, longe un couloir et ouvre une porte. Sur cette porte, il y a un nom de marqué « Isabelle ». Elle entre dans la chambre d'une petite fille. Dans cette chambre, il y a une commode. Et sur la commode, il y a une toute petite boîte en bois de couleur bleue. Elle ouvre la boîte et là, magique. Il y a une petite danseuse qui danse avec une musique. Et il y a une bague, une magnifique bague couleur bleue qui lui rappelle des souvenirs incroyables. Le souvenir de sa maman quand elle était vivante.
C'était une histoire d'Alain. Elle brille. C'est une pierre précieuse rouge sertie sur un anneau. Cette bague est dans un coffret en bois en velours rouge, fermé avec une clé. La boîte est posée sur une coiffeuse dans une chambre tout en haut d'une tour. De la fenêtre, on voit les collines wallonnes et très loin, l'océan. Quand on sort de cette chambre, on descend par un escalier qui tourne, on n'en voit pas la fin. Puis, on tombe devant une grande porte avec des étendards rouges. Quand la porte s'ouvre, c'est un chevalier qui arrive de très loin sur une monture. Ce chevalier avait apporté, il y a quelques années déjà, cette bague à cette princesse qui dormait dans cette chambre, tout en haut de la tour. C'était une histoire de Marie Armel. Notre mot de fin est lumière. Et je veux partager avec vous une poésie de Robert Birou, Réminiscence. Je suis né quelque part sur une autre planète où trépidait la vie au rythme scintillant d'une fête éternelle. Lumière abolie, venue d'astres à des milliards d'années-lumière, semis d'étincelles, incrustée dans la noire immensité de la voûte céleste, en signaux d'on ne sait quelle joie incendiaire, rescapée de quelques désastres universels. Et les vestiges lumineux qui constellent de leurs énigmes tremblantes l'infini des cieux deviennent les reflets infimes de cette obscure éblouissance que j'ai connue, me semble-t-il, dans une lointaine existence, dont le souvenir toujours brille au plus intime de mon cœur d'un éclat doux comme un murmure qui dirait un ancien bonheur. Un souvenir si doux qu'il dure. Je suis né quelque part sur une autre planète qui tourne autour d'une idée fixe dans ma tête. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer, dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière, comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte Coër. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre, comme au long des golfes clairs, t'embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Mettez jour pour moi toute seule.
tout dans mon jardin d'hiver. Le texte que je vous ai lu se trouve dans le recueil Poésie imparfaite de Robert Birou, aux éditions Le Lavoir Saint-Martin. Robert est écrivain de poésie et de théâtre. Il est aussi metteur en scène et cofondateur du Théâtre sur le Cri, compagnie briviste où j'ai eu la chance de débuter en amateur. C'est donc aussi une des personnes qui m'ont conduite vers la scène et je l'en remercie. Et puis nous écoutions Le Jardin d'hiver tout en douceur d'Henri Salvador. Il me reste, Céline, à te remercier d'être venue jusqu'ici. Eh ben, je te remercie aussi, Céline, de m'avoir invitée. Et je remercie Nicolas, qui est à la technique apparemment à chaque fois. Et puis, chers auditoristes, moi, je vous retrouve à la fin du mois prochain avec un autre artiste du conte qui a un univers tout aussi particulier. En attendant, je vous dis merci pour vos oreilles. Merci pour votre écoute. Toute la journée, vous écoutez Dig Radio sur digradio.fr.